Mesdames, Messieurs, vous attendez de cet exposé une réflexion sur ce qu'est la poésie et en particulier, je suppose, sur ce qu'elle est aujourd'hui, ou pourrait être, ou devrait être. C'est pour répondre à cette attente que je vais vous faire part de quelques remarques avant, dans la seconde partie de cette rencontre, de me mettre à l'écoute de vos propres observations. Ma première proposition portera sur l'unité de l'objet de nos réflexions, une unité qu'il est nécessaire de rappeler ou d'indiquer sans tarder. Il est certain, en effet, que sous ce nom de poésie se présentent à nous, qui les reconnaissons sans hésiter comme poétiques, des œuvres ou des actions d'apparence souvent diverses, si ce n'est même contradictoires. Quelle ressemblance y a-t-il entre un poème de François Villon ou un coup de dé jamais n'abolira le hasard, entre la majesté sereine du texte de l'Odyssée ou de l'Énéide et les cris d'Antonin Artaud? Beaucoup, donc, de façons d'être poète, à tout le moins. Beaucoup de pensées de la poésie qui ne se raccordent pas et même sont souvent prêtes à se toiser l'une l'autre avec suspicion, si ce n'est détestation et colère. Si ça avait été Rimbaud qui se fût donné devant ses contemporains la tâche de définir la poésie, il aurait pris appui sur sa révolte, sur sa dénonciation des hypocrisies et des démissions de la société. Il aurait défini le poème comme une transgression des valeurs et des habitudes qui emprisonnent et appauvrissent la vie des individus, considérée par lui comme la seule réalité qu'il importe de prendre en compte. Et si ça avait été Mallarmé qui avait eu ce même projet, et il le forma d'ailleurs, et il s'y livra dans des pages, elles aussi méditables, il aurait au contraire porté ses yeux aussi loin que possible de la personne particulière. Il aurait donné la poésie pour l'avènement de ce qu'il nommait la nature, à la conscience de soi dans les pages d'un livre unique et ultime. Et voici de quoi le rendre incompréhensible à Rimbaud, qui n'aurait vu dans ce projet, d'ailleurs irréalisable, qu'une raison de plus de fuir ce continent où la folie rôde. Le vœu de révolution sociale que l'auteur d'une saison en enfer a vécu en poésie dans le temps existentiel et avec le souci de son moment dans l'histoire. Il faut être absolument moderne, dit-il. Ce vœu est profondément étranger au poète du toast funèbre. Il l'est d'ailleurs aussi bien à celui des Fleurs du Mal. Les formes que prend la poésie diffèrent vraiment à l'extrême, à première vue. Mais constater cela, ce n'est nullement, de ma part, cautionner pour autant l'idée d'une véritable pluralité de l'intuition poétique. Je n'oublie pas que le langage est un monde presque infini, où c'est par nombre de voies que la pensée et le sentiment peuvent cheminer vers un même centre. Je n'oublie pas non plus que les circonstances historiques imposent aux poètes des priorités bien vite changeantes dans l'appréhension des urgences et l'interprétation de la société. Et plus forte en moi que cette apparente évidence de la disparité des comportements et des œuvres est la conviction qu'il existe au sein de notre parole une expérience fondamentale, enracinée si profond sous l'emploi des mots qu'elle peut assurer une spécificité
authentiquement commune aux manifestations de la poésie. Pourquoi cette conviction? Je vais essayer de l'expliquer et de la justifier, mais d'abord, c'est nécessaire, quelques remarques sur la nature et le fonctionnement du langage. Quelques remarques suffisamment simples pour qu'il ne me semble pas qu'on puisse les contester. Il s'agira d'abord de ce qu'on peut appeler l'emploi conceptuel des mots. Quand on a recours à des mots avec le désir de se faire comprendre d'autres personnes, il faut bien qu'ils réfèrent à des aspects particuliers de l'objet ou de l'événement qu'ils évoquent, car ces objets, ces événements sont toujours trop complexes pour être saisissables d'un coup. C'est cette association d'un mot et d'un aspect, ce dernier séparé désormais du tout de la chose, que l'on peut nommer le concept. Et le concept est assurément indispensable à l'action humaine, en son projet d'organisation du monde et en son travail conjoint d'intellection de ce que l'action méditante effectue ainsi et découvre au passage dans la réalité matérielle. Sans le concept, sans la pensée conceptuelle, rien ne se serait ajouté en nous aux comportements instinctifs de l'existence animale, et je ne serais pas en mesure, en cet instant même, de réfléchir devant vous, que ce soit de façon correcte ou chimérique. Mais l'instrument conceptuel n'en est pas moins un péril pour notre conscience, et même pour notre vie, la plus immédiate, un immense péril qu'il faut se garder de méconnaître. Si notre pensée se fait avec des concepts, en effet, c'est qu'elle va d'un aspect prélevé dans une chose à un autre aspect prélevé dans une autre chose, et il n'aura donc été question dans cette opération que d'aspects, d'abstractions prélevées sur une réalité dont les façons d'exister concrètement sont cependant en nombre infini. Autrement dit, la conscience que nous aurons prise de cette réalité extérieure n'aura pu être, étant un réseau d'aspects, qu'une image du monde ou de la vie, ce qui nous tiendra séparés de la pleine présence de ce qui pourtant constitue notre environnement le plus immédiat et conditionne notre existence la plus intime. Est-ce si grave, me dira-t-on? Oui, certes, ces images ne sont que des approches partielles de ce qui est, mais ne sont-elles pas remplaçables par d'autres qui prendront les événements ou les choses par d'autres aspects, désormais gardés en esprit eux-mêmes, désormais ajoutés à l'intellection d'ensemble, ce qui fait que peu à peu on va rebâtir dans le champ de la connaissance la complexité du réel. Il y a, dans le concept, une vocation à l'objet, indéniablement, une vocation à comprendre, que nous éprouvons tous et sans cesse avec lui. Quel bonheur de voir une figure de chose se préciser dans l'esprit, un peu à la façon dont certaines le font sur la plaque photographique. Mais prenons garde à ceci. Quand nous dégageons un aspect et le fixons en concept, quelque chose a été perdu, qui, aussi loin pousserons-nous par la suite l'interprétation des phénomènes, ne pourra jamais être retrouvé si nous en tenons à ce mode du fonctionnement de l'esprit. La réalité de laquelle l'aspect, le simple aspect, a été prélevé, était une existence, autrement dit. Elle avait eu origine à un moment et elle était vouée à finir, une certaine durée étant inhérente à son être.
et d'autre part, elle se trouvait dans un certain lieu et non dans un autre, du fait d'un hasard qui décidait d'elle, comme il en va pour nous dans nos propres vies. Mais que peut dire du rapport au temps et au lieu la pensée conceptuelle, puisque cette dernière n'a pour instrument que des aspects abstraits chacun de cette existence qui est seule à les savoir de par l'intérieur de son être. Et ce rapport au temps vécu et au lieu n'est-il pas cependant un fait qui compte? Peut-être n'est-il pas important quand on s'occupe de réalités de simple matière, comme les phénomènes en biologie ou physique, mais il est présent dans nos vies de la façon la plus essentielle, soit quand nous décidons de notre destin, soit quand nous recherchons autour de nous dans le monde dit extérieur des analogies, des correspondances. J'insiste, la rose ne dure qu'une journée, voire l'espace d'un matin, c'est bien connu. Mais les concepts de fleurs, de pétales, d'épines, qui permettent de caractériser une rose, sont nés, chacun, étant des concepts hors du temps, et ne peuvent pas en revivre l'expérience. Ils ne pourront donc pas nous permettre de participer de l'intérieur de nous-mêmes au flétrissement qui, fatalement pourtant, se produit dans toute rose réelle. Essayons alors de dire le flétrissement comme tel, la même pensée par concept, s'attachant à l'idée du flétrissement, ne formulera qu'une généralité encore. Et voici la personne humaine qui a pourtant à vivre et comprendre son propre rapport au temps qui passe, au vieillissement, à la mort. Voici cette personne laissée par sa propre pensée, sans possibilité de mener jusqu'au bout cette expérience de soi qui pourrait pourtant lui permettre, en retour, de percevoir ce que les autres êtres sont pour eux-mêmes. Que notre intellect se voue imprudemment à une pensée purement et simplement conceptuelle, et nous allons être coupés de nous-mêmes et aussi des autres. Nous serons certes capables d'analyser les phénomènes de la matière, mais détournés de notre désir d'aimer, par exemple, ce désir, ce besoin qui sont pourtant la spécificité du fait humain sur la terre. Conséquence, ce qui devrait nous être accessible, nous étant ainsi étrangers, nous serons obligés de vivre dans un triste univers composé d'énigmes, notre propre existence, dans celui-ci étant à nos yeux la principale d'entre elles. L'intellect, qui se réduit au concept, s'enferme dans l'énigme, avec par-dessous ses pensées les plus actives et même les plus fructueuses, une angoisse donc, et fondamentale. Et aussi bien, dans son inquiétude, il sera tenté de bâtir, à l'aide d'une poignée de concepts, quelques pseudo-objets qui, eux, vont lui paraître pensables de fond en comble et intemporels comme le concept les fait, lui serviront de refuge contre cette angoisse et lui feront oublier, le temps qu'il l'occupe, la fatalité de la mort, par exemple. C'est au-delà des prises de l'intellect. Occasion de répit, en somme, qui constitue la plus grande part de nos civilisations successives. Mais il va de soi que ces constructions idéologiques se font vite les procédés par lesquels la volonté de puissance s'assure domination sur les foules. Telle est l'origine des malheurs qui ravagent les sociétés. Et telle est la raison qui peut donner à penser qu'il arrive aussi qu'on prenne conscience de ce danger, de ces malheurs, et qu'on essaie de s'en délivrer. Cherchant alors dans d'autres sortes d'emplois de nos langues occidentales des façons de soigner
les effets secondaires du recours à l'instrument conceptuel. Ce souci, ce besoin, cette tentative de parler et de penser autrement, ce va être la poésie. Au moins, j'en fais l'hypothèse. Et vous voyez que si vraiment la poésie est cela, ce déni instinctif de l'autorité du concept, c'est bien qu'elle se situe à un niveau si profond de la parole qu'il ne sera pas étonnant qu'elle ait une racine et un tronc uniques sous les diverses branches qu'elle a étendues ici ou là à travers les sociétés et les siècles. La poésie, attachons-nous maintenant aux façons dont on l'a définie dans le passé de nos civilisations occidentales. Cette définition fut obtenue longtemps, de façon claire et sans inquiétude, par recours à la catégorie de la forme. La poésie, ou disons plutôt le poème, ont été alors caractérisés comme l'emploi des mots qui se plient non seulement à l'intention signifiante, mais à des règles qui leur imposent des formes. On remarquait que des accents donnent relief dans les mots à certaines syllabes aux dépens d'autres. On comptait ces accents, on prenait conscience de la structure formelle que constituait un nombre bien défini d'entre eux, se présentant de façon suivie. On appelait vers la séquence de mots qui prenait fin quand ce nombre était atteint, après quoi un léger suspens de la voix ou le passage à la ligne, dans le cas d'un poème écrit, montrait qu'on revenait au point d'origine où, de façon plus ou moins consciente, on recommencerait à entendre se déployer la forme première, décider la règle du cas présent. Forme de 5 ou 6 accents, de 5 ou 6 pieds, souvent, forme imprimée dans la parole et lui imposant ce retournement sur soi que dit bien le mot vers lui-même, puisque le latin versus signifiait à l'origine le mouvement qui fait tourner la charrue parvenue au bout du sillon. Le vers, essentiellement une forme, et les autres règles n'étant que pour confirmer cette forme et en faciliter la réception par l'auditeur ou par le lecteur. La rime, par exemple, qui, en reliant entre eux 2 vers successifs, accroît la conviction que vont s'en produire d'autres encore. Ou la structure strophique, un groupe de vers et de rimes, décidé lui aussi constant, ce qui redouble la primauté du formel dans cette parole et sa capacité de se distinguer de la prose. Car celle-ci, la prose, n'est jamais tout à fait dépourvue d'aspect formel, ce qui fut vite compris. Par exemple, il peut y avoir dans une pensée des insistances qui se marqueront dans le discours qu'il énonce, par des répétitions de mots qui retiendront l'attention, et ce sera là une forme. Ou bien, avec des voyelles et des consonnes, on aura voulu imiter tel contour, tel objet, tel mouvement perçu dans la réalité extérieure. Et ainsi, la cime indéterminée des forêts, disons, se reflètera dans les belles ondulations d'une longue phrase. Mais ces formes-là ne sont que des formes employées de manière épisodique pour signifier autre chose qu'elles-mêmes. Rien à voir avec la forme en poésie qui est a priori et vaut comme un principe d'organisation et d'invention, quels que puissent être les effets
dont elle sera la cause. Et c'est bien d'ailleurs la question de ces effets qu'il faut que nous nous posions maintenant, retrouvant ainsi dans son devenir la réflexion sur la poésie qui a traversé les siècles. Cette réflexion a vite su constater que définir la poésie par de telles règles formelles, en se contentant de les observer au travail dans les poèmes, ne rendait pas compte suffisamment du rapport que l'on peut avoir avec ces derniers, ni non plus avec leurs auteurs, lesquels nous sont pourtant, dans leurs écrits, perceptibles. Après beaucoup de bonheur à l'observation des règles de la prosodie et de la métrique au XVIIe siècle en France, on s'est aperçu au siècle suivant que des versificateurs, qui ne valaient nullement Racine, ne pouvaient guère s'en distinguer, cependant, de ce point de vue, de la pure forme. En fait, depuis les Grecs et les Latins, on n'ignorait pas que la poésie, ce sont aussi les poètes, chez lesquels se rencontre un certain regard sur la vie, d'une façon qui peut-être leur appartient presque en propre. Certaines impressions, certaines perceptions d'analogie, même certains sentiments semblent plus faciles pour ceux qui écrivent les poèmes. La poésie ne serait pas la seule maîtrise des syllabes et de leur accentuation, mais une appréhension plus poussée de la réalité extérieure, une sensibilité affinée, peut-être même l'acquisition d'un savoir aussi, autre que spécifique. En bref, la poésie, ce serait, à tout le moins, se porter bien près du souci et de l'intuition que j'évoquais tout à l'heure, aux confins extérieures de la pensée conceptuelle. Et cette idée du poète comme vates, par opposition à celle qui privilégie en lui la production d'un objet, en l'occurrence le texte, a même fini par prédominer à l'époque romantique, puis en France, chez Baudelaire, et dans la poésie symboliste, et encore dans notre siècle, malgré cette fois des résistances. C'est cette conception aussi bien qui explique que nous puissions aujourd'hui éprouver comme poétique des pages de prose, chez Chateaubriand, chez Nerval, voire Marcel Proust, où ne sont évidemment observées ni prosodie ni métrique. Et il n'est pas douteux qu'on ne pourra d'aucune façon parler sérieusement de l'acte de poésie si l'on n'ajoute pas à la question de la forme celle du sens qui se joue dans ce que nous reconnaissons comme poème. Un sens qui déborde depuis longtemps du champ balisé par les vieilles règles. Toutefois, cette constatation ne signifie nullement qu'il faille laisser ces règles derrière nous, sans nous demander si l'effet qu'elles produisaient n'avait pas, avec la sensibilité poétique qu'à l'évidence elle favorise, une relation signifiante, une relation si fondamentale, peut-être même, qu'elle nous permettrait de découvrir ce que nous cherchons, à savoir comment la parole, en se faisant poésie, peut échapper aux limitations de la pensée conceptuelle. En fait, oui, c'est bien à ce plan où la forme rencontre le sens des mots que se produit ce que d'ailleurs je suis prêt à donner pour l'événement majeur de toute la vie de l'esprit. Une conversion du regard, un passage à l'intérieur de la chose vue, qui ressaisisse ce qui risquait de se perdre dans l'extériorité inhérente à la pensée conceptuelle. Pourquoi ? Parce que l'effet de l'imprégnation d'une phrase par une forme, ce n'est pas du tout ce qu'on pourrait croire, à savoir le déploiement d'une réalité de certaine sorte dans un milieu d'une autre nature,
lequel ne ferait que la subir, comme la cire reçoit l'empreinte de quelque sceau. La forme dans les mots, ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui les subjugue, c'est ce qui retrouve et délivre en leur profondeur, en leur intériorité même de mots, une intuition qui leur est propre, dormant encore. Ce qui permet à cette intuition ranimée d'aider l'esprit à reprendre pied à ce niveau du temps et du lieu et du hasard et de l'existence dont j'ai dit qu'il était inaccessible aux incursions du concept. Je suis obscur, mais mon propos va s'éclairer, je l'espère, quand j'aurai dit que cette puissance dormante dans la parole et que la forme réveille, c'est la matière sonore, le son inhérent au phonème. Parlons du son, en effet. La plupart du temps, dans l'écoute de la parole, on ne prête guère attention à lui, ou plutôt on ne le fait que de façon relative, pour le rôle qu'il joue à l'appui du sens des mots et des phrases. Assurément, il faut bien que du son soit entendu pour qu'on reconnaisse un vocable, qu'il est seul à différencier d'un autre vocable. Assurément, le remarque-t-on aussi quand un habile écrivain fait se succéder des S, des sifflantes, pour que dans sa parole aussi, ce soit de sinistres serpents qui sifflent sur des têtes. Mais ce son-là, comme vous le voyez, ne reste pas en lui-même. Il se laisse employer, il se fait d'emblée le moyen de la signification au sein de laquelle il se dilue. Or, il y a cependant des cas où un son nous retient en deçà ou en marge de toute signification, de tout sens. Nous avons en chacun de nous regardé à quelques moments un débris ocre rouge de feuilles mortes ou un nœud dans l'écorce du tronc d'un arbre, avec alors, et soudain, rien que en esprit, rien que la perception de cette couleur, de ce renflement, tout ce qui aurait pu alentour signifier, parler, proposer de la signification, faisant maintenant silence. C'est dans ces cas comme si la profondeur de l'être sensible affleurait par-dessous le voile des interprétations et des formulations que multiplie la pensée, et en cela même nous présenter un fragment du monde qui pourrait aussi bien être son tout, car il nous fait accéder à ce que la réalité a de fondamentalement un, d'encore indécomposé, là où ne s'est pas encore porté le travail de différenciation du langage. Et quelle plongée pouvons-nous faire alors, si nous voulons bien, dans les eaux sans fond ni surface de ce qui se découvre ainsi. De même, dans le registre des sons, il nous arrive d'entendre un son en tant que son et rien d'autre, de percevoir un son qui alors n'est plus un signe, mais lui aussi un fragment à nu de la substance du monde. Et ce peut être le cri d'un oiseau dans la nuit, ou de parmi des branches dans un vallon solitaire. C'est comme cela que retentit la voix du corbeau dans le poème de Poe, effaçant toutes les significations dans le grimoire qu'essayait de déchiffrer le poète. C'est comme cela que sonne celle du rossignol dans l'ode de Keats, entraîné par elle dans une extase. Oui, nous pouvons entendre le son dans tel ou tel mot de la langue. Cela nous est arrivé à tous de l'appréhender un instant, dans l'écoute d'un nom de lieu, par exemple, qu'il doue alors de mystère. Pensez au début de Sylvie, le grand récit de Nerval. Nous pouvons cela, et si nous ne le faisons pas plus souvent, c'est que dans le discours universel de la prose, nous n'avons guère le temps de nous arrêter au son du mot,
à la manifestation pure du son du mot, cette matière sonore étant constamment emportée par le flux de la signifiance. Mais c'est alors que la forme intervient en poésie, pour dégager dans les mots le son et permettre à ce son de révéler ses pouvoirs de façon tout aussi totale que dans le cas du nœud dans l'écorce ou du cri du corbeau que j'évoquais tout à l'heure. Car forme et son, forme comme telle, non signifiante, et son au-delà de la signification, cela ne fait qu'un tout qu'il est soudain possible de percevoir comme tel. Qu'il y ait rythme du fait du vers, rythme qui naît de la matérialité du son et nullement de son sens, et cette sonorité sera entendue. Qu'il y ait perception du son en retour, et va être possible le déploiement de la forme. Forme et son sont donc associés l'un à l'autre dans un échange sans fin, dont il serait même vain d'espérer retrouver le premier moment dans l'esprit. Probablement ils sont nés ensemble au premier jour de l'humanité qui a d'emblée chanté autant que parlé, comme Rousseau l'a compris. La forme, en poésie, c'est donc, vous le voyez, aussi bien et tout de suite le son, mais le son comme toute autre chose que ce qu'il est dans le discours de la signification, où il ne vaut que comme codage du sens des mots. Affleurement de la profondeur du monde, fragment qui tout aussi bien est le tout, infini silencieux, noué sur soi, mais irradiant sa lumière, le son est maintenant très précisément cette présence pleine que je reprochais au concept de faire oublier. Et là est la poésie. La forme porte le son, nous le fait entendre, et de par cette plénitude manifestée, le son qui est ainsi dans le vers l'un des faits du monde décolore dans l'esprit du lecteur du poème les points de vue conceptuels. Il conteste la prétention des concepts à monopoliser l'approche de l'être. La poésie, cette forme portant le son, c'est ce qui affaiblit l'emprise du concept sur la parole, c'est ce qui dénonce le péril dans lequel le concept nous place. Mais elle fait plus, elle en délivre, ou du moins nous permet de commencer de le faire, car assurément il est difficile d'établir avec la pensée conceptuelle, si nécessaire en nous, je le répète, la relation de vigilance active qu'il faudrait à l'esprit pour qu'il soit digne de soi-même. Essayons maintenant de comprendre ce qui a lieu quand le son a été perçu dans des mots, lesquels ne sont plus de ce fait les simples vecteurs de l'action ou de la pensée. Dans la profondeur du son, c'est de l'unité qui affleure, je le rappelle, et dans ces conditions, l'esprit, qui cesse de s'enfermer dans une image du monde, et le corps, qui devait à cette abstraction d'être fort clos de l'esprit, se retrouve. Ils peuvent n'être plus qu'un seul être au monde, et une recherche commune. Or, en cet instant même, la forme est là, pour offrir ses rythmes, ses assonances, ses harmonies, à cette conscience plus directe et de champ plus large, d'où suit que cette dernière peut laisser ses mouvements les plus intérieurs s'inscrire en cette durée qui s'ouvre et y déployer ses perceptions désormais plus pleines, mais aussi, n'hésitons pas à le dire, des intuitions, des actes de connaissance vraiment nouveaux. Car lorsque l'immédiateté est davantage vécue, des profondeurs s'y découvrent, qui, mettant en jeu cette fois non des aspects, mais des êtres, révèlent entre ces êtres des relations dont le concept ne sait rien, mais dont la valeur n'en est que plus grande pour notre réflexion sur le monde. Ces relations se découvrent en rapport d'analogie, en effet, avec nos besoins, avec notre recherche de nous-mêmes. Elles constituent le plan de conscience où la source, où l'arbre apparaissent dans leur unicité, laquelle ressemble à la nôtre, et nous aident
à nous orienter dans le monde. Un savoir nous devient possible. La forme se fait musique, et cette musique verbale se montre un acte de connaissance, et son lieu en nous est la voix, cette synthèse d'âme et de corps dont la grande expérience soudain possible est la présence, ce que j'ai appelé la présence dans tout ce qui s'offre à notre regard, et en particulier dans les autres êtres humains. La présence, oui, ce qui faisait défaut dans la pensée conceptuelle, car celle-ci ne peut penser qu'en substituant des schèmes abstraits à ce qu'elle vise, si bien que même dans les cas où elle veut se porter vers les autres êtres, elle ne peut savoir comment ceux-ci font de leur finitude leur sens. La poésie est savoir, au plan existentiel où il importe qu'il en soit un. Elle est, à tout le moins, la recherche de ce savoir, un trobar, un creusement dans le son, et par le son, comme le savaient bien les trouveurs du Moyen-Âge, penchés sur leur instrument à l'écoute des résonances des cordes. Reste bien entendu qu'au sein de cette recherche, des voies fort diverses s'ouvrent à cause des tempéraments propres aux poètes et des circonstances où leur vie les place. Et c'est à ce niveau, et très tôt, autant que très intérieurement, dans le devenir de cette musique, en somme savante, que se marquent les différences qui font croire parfois qu'il y a plusieurs poésies. D'aucuns doutent sur ces chemins, ils s'alarment. Par exemple, ils ont trouvé le néant, qui n'est que de comprendre que la réalité sensible échappe à toute explication conceptuelle, mais ils ne comprennent pas qu'une existence douée de sens demeure possible avec autrui pourtant désormais tellement plus proche. Erreur, difficulté d'une personne avec soi, mais vécue avec sincérité, véhémence et demeure riche d'enseignements. Tenterai-je de tirer des leçons de cet enseignement de la poésie, de dire ce qui me semble la vérité poétique, de cautionner, autrement dit, une façon d'être comme rapport à soi et rapport aux autres, à partir de ce que seraient les évidences manifestées par l'opération de la poésie. Je suis évidemment tenté de le faire, de vous dire qu'il me paraît que deux décisions doivent être prises quand la musique des mots prend forme dans la parole. La première de ces décisions, celle même que j'évoquais à l'instant, autrement dit, constater le néant et désormais s'y tenir. Quand nous croyons, avec des concepts, pénétrer l'être du monde, en fournir une explication religieuse ou de simple métaphysique, ce n'est là que bâtir image, former chimère. Nos pensées ne sont alors que des mythes, les glorieux mensonges qu'a dû dénoncer Mallarmé. Il n'y a rien derrière les apparences et il importe de le savoir. La présence que la poésie nous permet de vivre est sur fond d'absence absolue. Toutefois, ce qu'il faut surtout, ce n'est pas dénoncer cette vérité avec des mots de philosophie qui redeviennent vite formulations, cessant d'être le savoir qui bouleverserait tous les emplois de mots, toutes les façons de les vivre. Et on doit donc, ayant perçu le néant, rester dans l'espace de l'écriture, où les mots peuvent continuer d'être le son, cet abîme. Une lucidité inaugurale, en somme, la première grande proposition de la poésie accédant au plein de son sens. Mais une autre évidence est à percevoir, ce qu'il me faut souligner, car c'est exactement en ce point que s'est produit dans notre modernité ce qui me semble une erreur, la mauvaise route prise. J'ai trouvé le néant, avait écrit Mallarmé, grand témoin de la lucidité que je viens de dire. Mais aussitôt après, Mallarmé ajoute, après avoir trouvé le néant, j'ai trouvé le beau.
ce qui signifie qu'il confie l'avenir de la parole à des relations entre les vocables qui permettront à la forme du monde naturel de se déployer dans le poème comme elle ne peut pas le faire, pense-t-il, dans le regard des êtres comme ils existent, prisonniers qu'ils sont, prisonniers qu'ils seraient de leur point de vue trop particulier. Nous sommes aveuglés par notre finitude, estime Mallarmé. Il faut se dégager d'elle, mourir à soi. Je ne chercherai pas à critiquer aujourd'hui cette pensée. Je dirais seulement qu'il me paraît au contraire que lorsque l'on a trouvé le néant, constaté que la personne humaine est son fondement dans quelque absolu que ce soit, eh bien, c'est précisément alors qu'il faut lever les yeux de ce champ d'illusions pour constater qu'une réalité et du sens s'offrent à nous tout de même et peuvent nourrir une parole. C'est l'ensemble des êtres, de même sorte que nous, embarqués sur le même flot de matière qui se rabat sur eux et les noie, mais décidés à survivre pour un instant auquel l'effort en commun confère une signification. Percevoir la présence dans ce qui est, comme la poésie le permet, c'est aussi l'apercevoir dans les autres êtres humains, c'est faire de l'humanité instituant son lieu une seule grande présence. L'être, cette substance mystérieuse dont le passé de l'esprit cherchait la raison dans quelque réalité supérieure, l'être n'a nul besoin d'aucune autre cause que soi. Nous sommes notre propre cause, et à la nature qui n'est nullement une mère, une source d'être, comme Vigny l'a dit ici éloquemment, nous pouvons substituer le projet éminemment poétique de chercher à donner beauté et simplicité et suffisance à la terre, notre seul lieu. Croire en l'être que nous instituons en parlant, telle la seconde décision qui découle de l'expérience spécifiquement poétique, la seule qui préserve de substituer à nouveau de l'illusion et de l'évidence, la seule qui tienne le pas gagné. Pour reprendre encore un mot de Rimbaud, la seule qui soit absolument moderne, s'il est vrai que la modernité, ce soit d'essayer d'en finir avec les mythes. La modernité, un mot, soit dit en passant, qu'il n'y a pas de raison de sacrifier aujourd'hui. Ce ne serait que du défaitisme. Mais j'en suis maintenant à constater, vous le voyez, que ce qui se produit effectivement dans notre fin de siècle dite souvent postmoderne n'est guère à l'image de ce que j'attends de la poésie. En vérité, c'est plutôt comme si la poésie qui avait nourri le passé de sa réflexion et de ses œuvres, Homère, Virgile, Pétrarque et Dante, Shakespeare et même Victor Hugo, ne se montrait plus dans les conseils où l'avenir se décide. En France en particulier, c'est tout à fait couramment que les sociologues ou les critiques font le constat de ce qu'ils appellent l'absence, voire la fin, de la poésie. Ils le font même sans manifester grand regret. Et il y a du vrai dans ce qu'ils remarquent. Des œuvres existent, elles sont même tout aussi nombreuses qu'auparavant, et souvent elles semblent plus spécifiquement de la poésie qu'à d'autres époques de l'histoire, mais un vide n'en existe pas moins là où un plein devrait être, car ces recherches ne sont pas perçues. La réflexion des théoriciens ne leur accorde pas d'importance. Sur cet écran, le son est coupé, ce qui rend le groupe social indifférent à ce qui s'y joue. Pourquoi cette désaffection? Et peut-on espérer qu'elle ne soit que passagère? Observons d'abord que, dans une certaine mesure, la crise dans la réception de la poésie est un événement du monde occidental dans son ensemble, ce qui n'est pas étonnant puisque des mêmes causes y sont actives partout. Que sont ces causes?
tout simplement que dans la lutte qu'est le poème entre regard conceptuel et intuition de présence, le concept dispose aujourd'hui de moyens nouveaux qu'il emploie de façon massive. L'effondrement des mythes, est-ce en effet la voie vraiment libre pour l'intuition poétique? C'est aussi, en tout cas, ce qui permet à la pensée conceptuelle de ne plus être troublée par des rêves, prisonnière de l'illusoire, ce qui lui donne beaucoup d'allant et surtout lui permet de croire qu'elle peut s'emparer des lieux laissés libres dans l'esprit par le départ des chimères. La psychologie du comportement se substitue à l'écoute de la vie intérieure. La sociologie prend les personnes par des aspects qui ne se resynthétisent que par le dehors des comportements. Et il y a aussi que ceux d'entre nous qui veulent retrouver autour d'eux, dans le monde sensible, ces présences de choses, arbres, montagnes ou fleuves, qui ouvrent la conscience de soi à la profondeur des symboles, eh bien, ceux-là ne peuvent plus guère se livrer à leur intuition, car il leur faut maintenant se heurter dans la pratique du monde à des objets dont la substance n'est plus la réalité naturelle, n'exprime plus l'infini inhérent à cette dernière, étant le produit de la technologie, c'est-à-dire de simples montages de concepts. Un produit de consommation, c'est le résultat d'une analyse qui a isolé dans le consommateur un certain besoin, un certain désir, et a donc déconstruit son unité, laquelle ne pourra pas se reformer au moment où la consommation aura lieu. Ce sera plutôt comme si l'esprit avait alors à se convertir au mode de perception propre à la pensée conceptuelle. De même que nous rencontrons sur nos chemins et nos plages des boîtes de plastique qui ne sont pas biodégradables, de même la pensée poétique, dans sa recherche de l'unité, doit prendre conscience de réalités de type nouveau, insolubles dans l'expérience de l'un. Il lui faut essayer de n'y pas prêter attention. Toutefois, si la crise du poétique est et ne peut qu'être universelle, elle n'est pas, je le soulignerai maintenant, sans trouver en France un terrain particulièrement favorable, pour une raison qui s'éclaire dès qu'on a défini la poésie par la perception dans les mots de leur matière sonore. Si celle-ci est d'importance fondamentale, il est utile, en effet, qu'elle soit facile à identifier. Or, la forme qui révèle le son ne le fait le plus naturellement qu'en prenant appui sur l'opposition des syllabes accentuées et des autres. Et en français, cela n'est guère possible. Notre langue n'a pas d'accent tonique. La forme ne peut s'y établir dans les mots pour les disposer à la poésie qu'en se faisant un compte de syllabes, ce qui prive le vers de beaucoup de sa spontanéité, de son immédiateté. On n'y sera pas engagé d'emblée par un mot présentant déjà en soi-même une structure iambique. Et pendant ce temps, cette même absence d'accent dans la donnée obligée du mot laisse le champ libre à ces accentuations par quoi la conversation souligne une idée, un jugement, s'exclame, insiste, ce qui mène droit à la prose. De quoi, par conséquent, favoriser celle-ci dans la tradition littéraire, comme le montre bien notre classicisme. La poésie en français est précarisée par ce caractère singulier, en vérité exceptionnel, de l'idiome. Celui-ci l'oblige à prêter attention dans l'instauration de la forme à des événements plus ténus que les accents, ainsi le E muet, indéniable grande ressource. Et il s'ensuit que les poèmes vont être l'affaire d'esprits exercés, cultivés, artistes, plus souvent peut-être qu'il ne faudrait. Et on parlera d'élitisme. Du fait même de la langue, la poésie est, en français, isolée, gardée à des confins de la vie du groupe. Envahissement du langage par les concepts, fragilité prosodique de la langue,
Tel est en somme le concours de circonstances qui contribue aux difficultés présentes, et c'est évidemment regrettable. Il faut la poésie, disais-je, pour que le rapport de l'être parlant à ses proches échappe, par exemple, aux dégradations que lui fait subir la production d'idéologie. Et qu'est-ce que cela signifie, sinon que la création poétique est le ferment naturel de l'esprit démocratique, dont la seule définition radicale est la reconnaissance par chacun de la pleine dignité des autres êtres. Sans poésie, pas de démocratie, bientôt. C'est en cela aussi qu'elle est salvatrice et donc nécessaire. Qu'elle manque et la société est en péril. Que faire donc aujourd'hui, quand effectivement on peut craindre que la poésie ne soit en bien grand péril elle-même et déjà? Que faire? Je ne répondrai pas à cette question par l'utopie des déclarations volontaristes, ni des vœux pieux. Je ne demanderai pas aux poètes de hausser la voix pour se faire entendre, ni de se multiplier en nombre en acceptant le soutien certainement fallacieux des pouvoirs publics. Ce que j'estime utile pour notre réflexion de ce soir, c'est de poser la question de la vocation à la poésie, de ce rapport à soi, long à prendre forme ou rapide, qui produit le lecteur ou l'auteur dont a besoin à chaque génération cette constante réinvention que la poésie ne peut qu'être. Et encore ne chercherai-je pas à revivre cette vocation en ses premiers pas. Je me contenterai de proposer à votre attention l'instant où celles ou ceux qui l'ont éprouvé se voient placés au contact des pensées et des choix et des valeurs et des préjugés qui caractérisent leur société. C'est à cet instant, en effet, que quelque chose de décisif se produit, car le sentiment poétique est naturel à l'enfance, mais se laisse plus tard intimider aisément par les indications trop impératives qu'adresse aux adolescents la société où ils ont à vivre. Et c'est alors que le péril dont je parle se fait sentir, mais c'est alors aussi que peuvent se révéler tels de ces aspects auxquels on pourra remédier, peut-être. Une forme de ce péril, par exemple, c'est évidemment le discours des philosophes, puisque ce discours est le plus souvent dirigé par la pensée conceptuelle, dont il fait donc valoir les prétentions en sous-main. La philosophie n'est pas nécessairement le concept, mais elle ne pense pas jusqu'au bout l'empire que le concept a sur elle. Et elle offre des théories qui sont parfois remarquablement aveugles à l'ambition de la poésie et lui dénie toute spécificité. Ce fut le cas de la pensée hégélienne, qui s'instaure au début de la phénoménologie de l'esprit par le refus d'accorder la moindre importance dans la parole à cette expérience de l'immédiate qui est en revanche le commencement de la poésie. Il en va de même dans notre siècle pour les philosophies du langage, dont les applications en théorie de la littérature furent, par exemple, ces spéculations structuralistes au sein desquelles l'auteur du livre n'a plus d'évidence propre. Ces affirmations souvent impérieuses et quelquefois arrogantes peuvent décontenancer les jeunes gens qui cherchent la vérité formulable, autant qu'à rester fidèles à leurs émotions. J'ai vu pendant toute la période où l'on parlait de structuralisme nombre d'arrivants renoncer à se pencher sur eux-mêmes et suivre leur penchant poétique parce qu'ils jugeaient primordial l'étude des instruments d'analyse dont on leur disait qu'ils rendent compte des fonctionnements du langage. Mais c'est précisément en ce point où le discours philosophique et la parole de poésie s'avoisinent, au risque d'un étouffement de l'une par l'autre, que ce qui paraissait un affrontement peut se faire une discussion, au terme de laquelle
Ce qui semblait le parti adverse peut se révéler un allié et même le secours décisif dont la poésie a besoin pour se faire entendre. La poésie, pour sa part, n'est nullement l'ennemi du philosophique. Placer des limites à la pensée conceptuelle n'est pas dénier la valeur des opérations que celle-ci effectue dans son champ propre. C'est même les renforcer en les délivrant de quelques pseudo-objets pour suggérer à leur place d'autres façons de penser où s'ouvre cette fois la dimension de la finitude, les évidences de celle-ci aidant à résoudre de grands problèmes que le strictement conceptuel ne sait guère comment poser. Je pense ainsi à une question qui a été placée à bon droit au centre de la réflexion philosophique contemporaine, celle de l'importance de l'autre dans le rapport du sujet à soi et son élaboration d'une éthique. Cette question est déjà de celle que la pensée proprement poétique place d'emblée en son propre centre, puisque la transgression du concept par l'expérience de l'immédiate fait apparaître autrui comme une présence, là où le concept ne le considère qu'en lui substituant des formules. Et voici déjà un terrain commun, où ceux qui y viennent de par le côté de la poésie reconnaissent même, avec sympathie, l'ardeur à la réflexion dont quelques philosophes font preuve. L'ardeur, mais aussi le malaise, le désarroi. Nous devons tout à autrui, écrit Lévinas par exemple. Et ce mot « tout » est, lui aussi, on ne peut plus acceptable du point de vue de la poésie, puisqu'il maintient la question de l'autre au plan de cette totalité infinie que la poésie découvre dans chaque chose et chaque être. Toutefois, Lévinas comprend alors ce tout comme celui de nos actions, qui sont chacune avouées au bien de l'autre, indique-t-il, même si cela signifie qu'il faut lui sacrifier notre propre vie. La sacrifier, comprenons, non dans quelques circonstances particulières, où ce renoncement à soi serait évidemment utile à quelques-uns, mais d'emblée, mais a priori, puisque c'est vrai que nous ne pouvons persister dans notre existence qu'en faisant tort à d'autres êtres humains d'une façon ou d'une autre. Et c'est là une proposition assurément intenable, personne n'en peut douter, mais faut-il, comme fait Lévinas, l'avancer, la risquer, parce qu'elle serait le paradoxe constitutif de la condition humaine? Ne faut-il pas plutôt se demander si elle n'est pas l'indice que la question a été posée d'une façon qui la prive d'accéder au vrai sens de la relation humaine? Dire qu'il faut sacrifier sa vie, c'est d'abord la penser comme quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas, une chose en somme, ce qui prouve qu'on perçoit la réalité comme composée de choses, non de présence. Et c'est donc qu'on s'est établi dans une pensée conceptuelle au sein de laquelle, je l'ai souligné d'emblée, on bute partout sur l'énigme et avec angoisse. Or, la poésie sait, en revanche, que ni le sujet, ni autrui ne sont des choses, et que l'être en nous n'est pas de bénéficier d'une durée d'existence au sens biologique du terme, mais né de la décision de rendre au rapport à soi sa qualité de présence, une décision qui s'affirme dans ce travail sur les mots que sont les poèmes. C'est ce travail qui fait être la personne qui s'y engage, et il permet à autrui, y prenant sa part, d'accéder lui aussi à l'être, quels que soient les malheurs de son existence de fait. D'où suit que ce qu'on doit à l'autre être humain n'est pas de s'enferrer avec lui dans des sacrifices mutuels qui ne font qu'aggraver l'emprise du concept sur les événements et les êtres. Ce qu'on lui doit, c'est la parole de poésie, avec d'ailleurs l'espérance qu'une raison vraiment avertie de la finitude, une raison née de l'alliance du philosophique et du poétique, pourrait apporter des solutions aux problèmes les plus concrets de la société, mettant fin, par exemple,
aux guerres qui la déchirent, à toutes sortes de plans. Discussion entre la philosophie et la poésie. Recherche au sein du concept, autant qu'au-delà de lui, de la parole pleine qui pourrait à la fois vivre la présence et redisposer envers elle les pensées, les jugements, les valeurs dont la société a besoin. Voici une des voies, ce débat, par lesquelles l'intuition poétique retrouverait sa place dans le conseil de la civilisation. Espérons que les philosophes acceptent de s'y prêter. Ils le font d'ailleurs, me semble-t-il, dans ces années mêmes. Espérons ainsi qu'on ne laissera pas à des catastrophes, retournant le sol de nos habitudes postmodernes, mettant à nu dans le malheur la finitude, le soin de rouvrir, mais peut-être trop tard, la voie de la poésie. Merci. Je voudrais dire, c'est une question pour Monsieur Bonnefoy. Je viens de lire avec plaisir un recueil de textes intitulé « La communauté des traducteurs » et dans lequel il y a 2 entretiens avec mon vieil ami Jean-Pierre Attal. Et je voudrais rappeler que Jean-Pierre Attal a écrit, il est professeur d'anglais, et il a écrit une traduction, c'est vraiment un tour de force, une traduction de Paul Valéry, le prédécesseur de M. Bonnefoy à la chaire de poésie au Collège de France, le cimetière marin. Il a écrit en anglais, alors je pense que c'est un exploit parce que le texte est très très beau en anglais, et c'est très difficile d'écrire dans une langue qui n'est pas la langue maternelle. Il est possible d'écrire des poèmes dans une autre langue, mais traduire, c'est encore plus difficile. Alors je voudrais avoir l'avis de M. Bonnefoy sur ce tour de force, et si lui-même a été un jour tenté par cet exploit. Oui, eh bien, pour répondre à votre deuxième question subsidiaire, oui, il m'est arrivé une fois, par expérience, d'essayer d'écrire en anglais la traduction d'un texte poétique, d'un chapitre d'un livre de poésie dont j'étais l'auteur. C'était plutôt pour aller au-devant des problèmes du traducteur anglophone que par espérance un peu chimérique d'ajouter à la poésie de langue anglaise, mais en tout cas, j'ai fait l'expérience. Ceci étant, et malgré la qualité éventuelle de traduction faite par quelqu'un dont la langue d'arrivée n'est pas la langue natale, je dirais qu'a priori, on ne peut sentir une vraie possibilité de traduction que pour autant que l'on écrive dans la langue dont notre inconscient est déjà le connaisseur. On écrit à partir de son inconscient autant que de sa conscience intellectuelle et critique. La poésie est précisément d'opérer la fusion de ces différents niveaux de la parole. Elle est là pour que le symbolisme inhérent aux opérations de l'inconscient vienne en quelque sorte transgresser les habitudes de la pensée conceptuelle, et il est donc fondamental qu'il y ait un inconscient pour travailler dans le texte poétique, même quand celui-ci est un texte de traduction. Je dis cela, bien sûr, de façon simplement a priori. Il y a d'ailleurs des cas de parfait bilinguisme, et c'est donc dans ces cas-là quelque chose peut-être du coup de particulièrement utile à la poésie. On verrait en cette occasion comment au niveau de l'inconscient des prises linguistiques fondamentales sur l'objet peuvent se débrouiller avec elles-mêmes en ayant en quelque sorte 2 voies d'accès simultanément à disposition. Là-haut, oui, madame, les 2 personnes là-haut, oui. Bonsoir monsieur, je ne vous connais pas. Oui, là-haut, tout en haut. Là.
Oui. Bonsoir, monsieur. Je ne vous connais pas, c'est la première fois que je vous vois et que j'entends parler de vous. Je voulais savoir si vous aviez composé des œuvres poétiques en français et combien de temps ça vous a pris, s'il vous plaît, pour chaque œuvre, et si toutefois vous les avez composées. Merci. On les a lus, hein. Bon. On les a donnés, la liste des poèmes, hein, excusez-moi. Bah, écoutez, madame, je vous répondrai que ça m'est arrivé, en effet, que ça m'a pris pas mal de temps, que ça m'a pris toute une vie, si j'ose dire, que je ne trouverai peut-être pas trop de temps maintenant pour redéployer toutes les difficultés, toutes les incertitudes que ce cheminement a pu produire en moi. Voilà ma trop brève réponse. Monsieur. Voilà, je m'adresse à monsieur le conférencier parce que je pensais au lac d'Alphonse de Lamartine et je voulais lui demander si les mots employés dans cette poésie, signifiant des concepts, et apparemment les concepts étant bien clairs, et pourtant c'est de la vraie poésie, et les concepts apparemment n'en sont pas changés. Alors j'allais dire pourquoi. Ah, mais le concept n'existe comme tel, c'est-à-dire n'existe que comme péril au sens où je l'appréhende, que pour autant qu'il s'articule à lui-même d'une façon qui se fait système, qui se clôt, qui substitue à une expérience ouverte de l'expérience du moment vécu une représentation figée. La poésie emploie bien entendu des concepts, mais elle le fait en transgressant certaines articulations faciles, courtes, impératives, nocives, que l'idéologie d'un temps propose et même malheureusement souvent impose. Alors, dans le texte poétique, il y a effectivement de la signification, et une signification qui est d'apparence conceptuelle, mais il y a aussi que dans le cours du texte de ce poème émerge de l'expérience envisagée de grandes formes symboliques qui conduisent la conscience bien au-delà de certaines représentations que l'on peut se faire sur la vie, sur le destin, vers des formes plus immédiates de l'intuition, du besoin, des finalités de destinée précisément. Le temps est tout à fait central dans ce poème de Lamartine que vous citez, et cette montée du temps dans la conscience du poète et de son lecteur est déjà en soi un événement poétique, car la pensée conceptuelle ne s'est pas donnée à l'instant qui passe, qui ne reviendra plus, cette importance si fondamentale que Lamartine en fait justement le cœur même de sa grande question sur lui et sur le monde. C'est donc dans ce déplacement que se situe l'expérience de la poésie. Madame. Bonjour Monsieur Bonnefoy. Comme moi je ne passe pas l'agrégation à la fin de l'année, j'aimerais que vous me mettiez en appétit de consommation ou d'inspiration poétique. Et pour ce faire, puisque nous avons la chance d'avoir un poète contemporain des plus grands actuels parmi nous, que vous nous expliquiez comment pour vous ça se passe, ce jaillissement poétique, quand vous avez envie de prendre la plume et d'écrire un texte. Voilà. C'est une question bien difficile, car si je savais y répondre, peut-être disposerais-je de capacités accrues. Je dirais que le commencement de l'écriture poétique n'est nullement la prise de conscience que l'on aurait d'avoir perçu quelque chose, compris quelque chose, d'avoir un sens à communiquer, un message à porter. Au contraire, c'est le moment où on ne sait plus rien
où on n'a aucun contenu de pensée ou de sentiments qui paraissent tenir suffisamment pour qu'ils prennent place dans des mots. C'est une situation, dirais-je, de désarroi inaugural, et l'écriture consiste à tenir dans ce vide, laissant des mots surgir, encore une fois, de l'inconscient et nous parler. La poésie, à ce moment-là, c'est de les écouter, de les laisser s'exprimer, d'essayer de les comprendre, de leur permettre de se coordonner entre eux. Il s'agit que le sens qui manque au début de l'écriture émerge de celle-ci, obtenant de nous un accord entre les intuitions de la profondeur et notre raison, qui, en principe, ne devrait pas demander mieux que de rejoindre ainsi la totalité de notre être. En deux mots, l'écriture de poésie est totalement empirique et doit l'être. On va prendre encore 3 questions là. Bonsoir. Je voudrais savoir, depuis ma très jeune enfance, je me suis toujours intéressé à l'étymologie des mots. Étant moi personnellement un mélomane de la poésie, parce que je suis incapable d'écrire quoi que ce soit, mais j'apprécie, je ne sais pas si le mot poétomane, je ne sais pas, il y a un mot existe pour désigner le fait que des gens s'intéressent à lire des poèmes. Et quelle est l'étymologie du mot poésie? Et est-ce que déjà dans l'étymologie du mot et dans l'origine du mot, est-ce qu'il y a déjà un concept? Oh oui, bien sûr. Assez naturellement, on retrace le mot poésie jusqu'au verbe grec poiein, qui signifie faire, produire un objet. Et cette étymologie met donc l'accent sur cette première approche du poétique que je disais tout à l'heure, celle qui considère que le poème, c'est la reconstitution de la phrase par l'imprégnation des mots par une forme, l'objet verbal que la forme permet de construire, comme un vase peut être extrait, en somme, de l'argile informe première par la perception d'une ellipse, vous voyez. Donc, la première étymologie, ou plus exactement, la première pensée qui apparaît dans la remontée étymologique sur le mot poésie conduit à cette notion du faire. Et d'ailleurs, beaucoup de poéticiens, beaucoup de philosophes de la création littéraire se sont appuyés sur cette étymologie pour justifier une certaine conception du poétique comme, même aujourd'hui, production d'un objet verbal, c'est-à-dire simple emploi des mots de la langue pour, par articulation de leur présence dans le texte, substituer à l'expérience ouverte de l'existence ordinaire un objet verbal, un objet qui soit là, qui durera. Ce n'est pas ma conception, mais cela fait partie, si on peut dire, tout de même, de la dialectique difficile par laquelle la poésie se cherche à travers bien des façons de cesser d'être elle-même. On va prendre encore 2 questions, une ici et puis madame. Monsieur, allez-y. Oui, donc vous tout à l'heure dans le micro. Oui, tout à l'heure vous parliez d'une crise de la poésie en Occident et notamment en France. Pouvez-vous préciser si vous pensez à l'absence d'auteur ou l'absence d'un public? Dans la mesure où pour le public, moi j'ai par exemple essayé d'assister à des poèmes dits par Fabrice Lucchini à Paris, et je peux vous dire qu'il y a énormément de public, donc il y a probablement un public potentiel très important, à condition que ce soit comme la musique, que ce soit bien dit. Et comme monsieur parlait de poétomane, je crois que c'est très important d'avoir des interprètes de qualité. Si on fait un parallèle avec la musique, si vous distribuez au public des partitions, je crois que le succès sera très faible. Alors que la musique étant très diffusée par la radio et les médias en général, elles ont beaucoup de succès. Oui, je parlais d'une crise
de la poésie, mais j'espère que vous avez perçu que j'en parlais sans pessimisme. Autrement dit, je sais que la création poétique existe en France et ailleurs. Je sais qu'il y a un public, comme vous dites, pour la recevoir. Je sais qu'il existe dans la profondeur de la société une aptitude poétique intacte. Je sais aussi d'ailleurs que l'intuition poétique a trouvé dans notre époque les voies d'une conscience de soi plus approfondie qu'à d'autres moments. Et il y a là, si vous voulez, des conditions très heureuses et la possibilité d'un jugement optimiste. Tout de même, il est certain que si l'on considère la société dans son ensemble, on constate que manque dans ces formes collectives de conscience que nous savons, que nous rencontrons dans les analyses sociologiques ou des faits de culture, manque une certaine aptitude à la pensée symbolique, par exemple, qui fait tout de même partie de la poésie. Ce qui manque, c'est, comment dire cela, c'est la possibilité d'oublier à des moments que la formulation ne doit pas régir la conscience jusqu'au bout. Et mais comment dire, en fait, vous avez raison, je ne voudrais pas oublier à quel point la poésie contemporaine est là. Et l'enseignement pourrait très rapidement, peut-être, permettre que cette évidence soit un fait brusquement, prenant en quelque sorte possession de la société comme telle. L'enseignement est dans ma pensée, j'aurais pu en parler, je n'ai pas eu le temps de le faire. Je crois que la crise de la poésie que vous contestez, que je suis prêt à vouloir reconnaître moins grande qu'on ne peut le craindre, je crois que cette crise pourrait être bien atténuée si dans l'enseignement ce rapport entre philosophie et poésie dont je parlais tout à l'heure devenait, par exemple, le centre de la proposition que l'on peut faire aux élèves, aux étudiants, dans ces merveilleuses années où l'esprit est encore disponible pour une réflexion, en somme, gratuite, une nouvelle paideia, une nouvelle formation des jeunes êtres par la poésie resterait possible. On va prendre une dernière question, madame. Bonsoir, monsieur le professeur. Je voudrais vous poser une petite question. Je m'intéresse depuis mon enfance à la poésie. Et je suis croate et je traduis un peu mes poètes préférés en français. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre la poésie en vers et la poésie en prose? Enfin, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de ça. Je crois que on peut, en prose, accéder à une conscience de ce qui se joue spécifiquement dans la poésie. On peut réfléchir, comme nous faisons aujourd'hui, sur le poétique. On peut conduire cette réflexion au contact d'événements de la vie que la prose peut accompagner dans leur formulation, dans leur évocation. Et ainsi, il y a des textes qui sont un peu comme le roman de la poésie, si l'on peut dire, que ce soit chez Chateaubriand, que je citais tout à l'heure, ou Nerval. On voit à quel point un romancier peut être capable de rester proche de ce qui, en lui, est le poète, proche du poète qu'il serait s'il prenait possession de l'instrument prosodique. D'autre part, en prose, peuvent remonter à la conscience de grandes formes archétypales, formes symboliques, qui sont présentes dans l'inconscient et qui peuvent du coup aider la poésie à s'aventurer dans son rapport
au monde un peu plus loin. La forme en poésie est en quelque sorte le lieu où la mémoire du poétique se ranime et reste vive. La prose peut accompagner cette mémoire redevenue actuelle, et dans bien des œuvres de poètes contemporains, mais dès le XVIIIe siècle, en fait, dès Rousseau, il y a une grande qualité poétique qu'on peut dire, l'apport, même en France en particulier, l'apport de la prose. Au XVIIIe siècle, au XIXe, ce sont en fait de grands prosateurs qui ont réveillé une poésie qui s'était endormie dans le ressassement de plus en plus extérieur de règles poétiques usées. Nous allons vous remercier.